Si votre nom de famille figure sur cette liste, vous ne portez pas seulement un nom français ordinaire. Vous portez le nom d'un homme qui a traversé la mer du Nord sur un drakkar, qui a peut-être combattu à Hastings, ou qui a directement fondé le territoire que nous appelons aujourd'hui la Normandie. 10 noms, 10 preuves. Et à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement ce que votre nom de famille racontait sur vos ancêtres, il y a plus de 1000 ans, bien avant que la France telle que nous la connaissons n'existe seulement sur une carte. Restez jusqu'au numéro 1, car ce nom-là partage sa racine exacte avec l'homme qui a créé un duché entier à partir d'un simple raid. Un duché qui existe encore aujourd'hui sur toutes les cartes de France sous un nom que vous connaissez déjà. Numéro 10. Tougar. Ce nom vient du vieux norrois Torgar, la fusion de Thor, le dieu du tonnerre, et de Gar, qui signifiait un domaine clôturé, une terre protégée. Ce n'était pas un nom choisi au hasard. Dans la tradition scandinave, associer un lieu au nom de Thor revenait à placer cette terre sous une protection directe, presque sacrée, une manière de dire aux voisins, comme aux envahisseurs potentiels, que quiconque s'en prenait à ce domaine s'en prenait aussi, indirectement, au Dieu lui-même. Les colons norrois installés dans ce qui allait devenir la Normandie utilisaient ce type de nom composé pour marquer leur propriété autant que leur allégeance religieuse. Le nom Tougar s'est maintenu principalement dans les régions de Seine-Maritime et de la Manche, exactement les zones où les Vikings se sont installés le plus densément au Xe siècle, après que le roi franc Charles le Simple eut cédé ses terres pour tenter de mettre fin aux raids incessants qui remontaient la Seine chaque printemps. Si vous portez ce nom, votre famille possédait autrefois une terre placée sous la garde du dieu du tonnerre lui-même. Et ce genre de domaine n'était jamais attribué au hasard. Les colons scandinaves qui recevaient une terre dans cette région devaient souvent prouver leur loyauté envers le chef local avant de pouvoir y bâtir leur ferme et y élever leur famille en toute sécurité. La suite est un nom que presque personne ne soupçonne aujourd'hui, mais qui cache littéralement un mort dans sa signification. Numéro 9, Dodeman. Ce patronyme vient du norrois Dodamadre, un mot composé qui signifie très précisément « homme mort ». Ce genre de surnom n'était pas rare chez les Vikings. Il pouvait désigner un guerrier qui avait survécu à une blessure que personne d'autre n'aurait pu supporter. Un homme qu'on croyait perdu au combat et qui était revenu. Ou encore, quelqu'un associé à un rituel funéraire précis. Dans une société où raconter ses exploits faisait partie intégrante de l'identité d'un homme, un surnom pareil circulait vite, et il collait à toute une descendance, transformant une anecdote isolée en une marque de famille, transmise pendant des générations. Le nom s'est fixé principalement dans la Manche, où les généticiens qui étudient l'héritage viking normand le citent encore aujourd'hui comme une trace directe de peuplement scandinave, aux côtés d'une poignée d'autres patronymes suffisamment rares pour servir de repère fiable dans leurs analyses. Si votre nom est Dodeman, vos ancêtres portaient un surnom qui parlait de mort et de survie dans le même souffle. Certains chercheurs avancent même que ce type de nom pouvait être attribué à un homme qui s'était relevé après avoir été laissé pour mort sur un champ de bataille, une réputation qui, loin d'effrayer, inspirait un respect presque craintif dans sa communauté. Le nom suivant ressemble à n'importe quel patronyme français banal. Il ne l'est pas. Il porte en lui deux forces opposées, la guerre et la protection, collées ensemble en un seul mot. Numéro 8, Gonfroy, aussi orthographié Gonfray. Ce nom descend du norrois Gunfrid, formé de Gunnar, qui signifie guerre, et Frid, qui signifie paix ou protection divine. C'était un nom talisman, porté par des familles qui espéraient que leur lignée serait à la fois redoutable au combat et protégée par les dieux. Ce type de nom composé, mêlant un élément guerrier et un élément protecteur, était extrêmement courant chez les colons scandinaves,
qui cherchait à s'implanter durablement sur une terre étrangère, où la force seule ne suffisait pas pour survivre. Il fallait aussi négocier, épouser des femmes locales, apprendre une nouvelle langue, et convaincre une population déjà installée qu'on venait construire quelque chose, pas seulement piller. Si votre nom est Gonfroy, votre famille portait littéralement la guerre et la paix dans son identité. Un nom pensé comme une prière et une menace à la fois, selon celui à qui on s'adressait. Mais restons sur cette idée de protection divine, car le nom suivant va plus loin encore. Numéro 7. Osmond. Ce patronyme est directement rattaché aux recherches génétiques menées en Normandie sur l'héritage viking, où il apparaît comme l'un des noms les plus solidement documentés de la région de la Manche. Sa racine scandinave évoque une protection accordée par les dieux, un nom donné pour placer un enfant sous une garde surnaturelle dès sa naissance. Les familles portant ce type de nom n'étaient pas de simples paysans anonymes. Elles appartenaient aux lignées qui avaient suffisamment de prestige pour transmettre un nom chargé de sens religieux, plutôt qu'un simple surnom descriptif basé sur un métier ou un trait physique. C'est précisément cette rareté qui rend le nom si précieux pour les généticiens normands aujourd'hui. Le nom Osmond, s'il figure sur votre acte de naissance, signifie que les scientifiques qui étudient l'ADN normand ont probablement déjà croisé votre patronyme dans leurs échantillons. Ce genre de nom traversait les générations sans presque changer de forme, précisément parce qu'il portait un poids religieux que les familles refusaient d'altérer. Avant de continuer, si cette plongée dans les racines vikings de la France vous intéresse, abonnez-vous à Noms Décodé. Chaque semaine, nous décryptons l'histoire cachée dans les noms que les gens portent sans jamais en connaître le sens réel, qu'il s'agisse de noms vikings, de noms celtes, ou de noms forgés par des métiers disparus depuis des siècles. Activez la cloche, la prochaine vidéo vous attend déjà. Numéro 6 touche directement au dieu le plus vénéré du panthéon nordique et cette fois, c'est une pierre qui en garde la trace. Thorstein. Ce nom vient de la fusion de Thor et de Stein qui signifie pierre, la pierre de Thor. Dans la culture scandinave, associer une pierre au dieu du tonnerre n'était pas une simple image poétique. Les pierres runiques, dédiées à Thor, servaient de marqueurs territoriaux, de monuments funéraires et parfois de lieux de serment. Porter ce nom, c'était revendiquer un lien avec ces monuments de pierre, dressés en l'honneur du protecteur des hommes contre le chaos, celui-là même que les sagas décrivaient combattant sans relâche les géants aux confins du monde connu. Le patronyme Thorstein reste aujourd'hui l'un des noms normands les plus étudiés par les généalogistes, précisément parce que sa racine norroise est restée pratiquement intacte à travers un millénaire de transformation linguistique. Si votre nom est Thorstein, vous portez littéralement une pierre dédiée à Thor, et certaines de ces pierres runiques, dispersées entre la Scandinavie et le nord de la France, portent encore aujourd'hui des inscriptions que les archéologues continuent de déchiffrer. Votre lignée, si vous portez le nom Turketil, transportait le chaudron rituel du dieu du tonnerre. Le nom vient de Torketil, l'union de Thor et de Ketil, le chaudron. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce chaudron n'avait rien de domestique dans son sens premier. Chez les Norrois, le chaudron était un objet sacré, utilisé lors de cérémonies, de sacrifices et de banquets rituels où l'on scellait des alliances entre clans qui, quelques années plus tôt, s'étaient peut-être encore affrontés sur un champ de bataille. Associer ce mot au nom de Thor créait un nom d'une puissance symbolique rare, celui d'un vase sacré placé sous la protection directe du dieu protecteur. Le nom Turketil s'est répandu dans toute la Normandie médiévale et apparaît encore dans des actes notariés, vieux de plusieurs siècles. Et maintenant, un nom qui nous éloigne des dieux pour nous rapprocher d'un homme bien réel, un chef dont la réputation traversait les mers avant même son arrivée. Numéro 4, Ivard. Ce nom vient du norrois Ivar,
porté par l'un des chefs vikings les plus redoutés de toute l'histoire scandinave. Un nom associé à des campagnes militaires qui ont marqué durablement les îles britanniques et le nord de la France. Porter ce nom au Xe siècle, c'était invoquer directement la mémoire d'un guerrier dont les exploits circulaient déjà, comme des légendes de son vivant, racontées dans les salles de banquet bien avant que quiconque songe à les coucher sur parchemin. Le patronyme Ivard s'est solidement implanté en Normandie, où il figure encore parmi les noms régulièrement cités dans les études sur le peuplement scandinave de la région, souvent associé aux villages côtiers qui servaient autrefois de point de départ pour de nouvelles expéditions vers l'Angleterre. Porter le nom Ivard aujourd'hui, c'est porter celui d'un chef que même les autres vikings redoutaient. Un nom transmis comme un avertissement, autant que comme un héritage. Ce qui vient ensuite est encore plus fort, car ce nom mêle directement les dieux et l'objet rituel le plus sacré qui soit dans la culture nordique. Numéro 3, Anketil. Ce patronyme vient du norrois Asketil, littéralement le chaudron des dieux. Dans la mythologie scandinave, le chaudron n'était pas qu'un ustensile de cérémonie, il était parfois associé directement aux dieux eux-mêmes, un réceptacle sacré, lié aux rites les plus solennels, ceux qui accompagnaient les naissances, les mariages et les grandes décisions collectives d'un clan. Porter ce nom plaçait une famille entière sous une forme de tutelle divine, explicite. Anketil reste aujourd'hui l'un des patronymes vikings les plus vivants en France, porté par des milliers de personnes qui ignorent probablement que leur nom signifiait autrefois un vase sacré appartenant aux dieux eux-mêmes, un objet que l'on ne sortait que pour les cérémonies où l'issue devait rester gravée dans la mémoire collective du clan tout entier. Si votre nom est Anketil, votre famille se réclamait directement d'un objet que les Norrois considéraient comme divin. Un nom transmis intact depuis 1000 ans à travers actes notariés, registres paroissiaux et livrets de famille, sans jamais perdre sa forme d'origine. Numéro 2 nous amène à un nom qui ne raconte pas une bataille, mais un départ, celui d'un homme qui a choisi de fuir vers une terre que personne n'avait encore osé habiter durablement. Ingulf, ce patronyme descend du norrois Ingolfr, formé autour du nom du dieu Ing, associé à la fertilité et à la prospérité. Et ce prénom appartenait à un homme bien précis, Ingolfr Arnarsson, le tout premier colon scandinave à s'être installé de façon permanente en Islande vers l'an 874. Selon les sagas islandaises, il aurait jeté par-dessus bord les piliers sacrés de son trône en approchant des côtes, jurant de bâtir sa maison à l'endroit exact où les flots les rejetteraient, laissant ainsi les dieux eux-mêmes choisir l'emplacement de son destin, plutôt que de le décider par lui-même. Cet endroit est devenu Reykjavik, aujourd'hui la capitale de l'Islande. Le nom Ingulf, implanté en Normandie par les descendants de colons norrois, porte donc en lui le souvenir d'un homme qui a fondé une capitale à partir d'un simple pari fait à la mer. Un pari que même ses propres compagnons de voyage considéraient à l'époque comme risqué, voire irresponsable. Si votre nom est Ingulf, votre lignée partage sa racine avec celui qui a littéralement fondé l'Islande. Et ce qui relie ce nom au tout premier de la liste va bien au-delà d'une simple ressemblance sonore, car le numéro 1 que nous allons voir maintenant descend, lui, de l'homme qui a fondé un territoire encore plus proche de nous. Et maintenant, numéro 1. Ce nom ne ressemble à rien de scandinave à première vue. Il sonne comme n'importe quel patronyme français croisé dans un annuaire, sur une boîte aux lettres ou sur la porte d'un cabinet médical. Et c'est exactement ce qui le rend extraordinaire, car son origine viking s'est dissimulée si complètement qu'elle a fini par disparaître de la mémoire collective. Numéro 1, Raoult. Ce patronyme descend directement du norrois Rolfr, qui signifie renommée, gloire,
Et Rolfer n'est pas un nom scandinave anonyme. C'est exactement le nom que portait Rollon, le chef viking qui a assiégé Rouen, négocié avec le roi de France, et reçu en échange un territoire entier qui allait devenir le duché de Normandie. Rollon n'était pas un simple colon. Selon les chroniques médiévales, il aurait été banni de Norvège pour avoir mené des raids trop violents, même selon les standards vikings de l'époque, une réputation qui l'a poussé à chercher fortune ailleurs. Il a fini par assiéger Rouen à plusieurs reprises, jusqu'à ce que le roi franc Charles le Simple préfère négocier plutôt que continuer une guerre d'usure sans fin. Cet accord, connu aujourd'hui sous le nom de traité de Saint-Clair-sur-Epte et signé en 911, a transformé un chef de guerre scandinave en premier duc de Normandie, à condition qu'il accepte de se convertir au christianisme et de défendre désormais la région contre d'autres raids venus du nord. Rollon est l'ancêtre direct de toute une lignée ducale, une lignée qui a fini par produire Guillaume le Conquérant, l'homme qui a pris le trône d'Angleterre en 1066. Le nom Raoult, porté aujourd'hui par des dizaines de milliers de Français sans que presque personne n'en connaisse la racine exacte, descend donc du même nom que celui du fondateur de la Normandie elle-même. Et cette lignée ducale, née d'un simple accord entre un chef viking et un roi franc, allait un siècle et demi plus tard traverser la Manche pour renverser le trône d'un royaume entier. Si votre nom est Raoult, vous portez le nom du roi viking qui a transformé un raid en un duché, et ce duché en une dynastie qui a fini par régner sur l'Angleterre. 10 noms, 10 preuves, 10 fragments d'une histoire que la France porte encore aujourd'hui, sans le savoir, dissimulés dans des cartes d'identité, des boîtes aux lettres, des listes de classes. Ces noms ne sont pas de simples curiosités linguistiques. Ce sont des fossiles vivants, des empreintes laissées par des hommes qui ont traversé une mer sans carte, qui ont négocié avec des rois, qui ont fondé des capitales et des duchés, et qui ont fini par façonner une partie entière de l'histoire européenne, sous un nom qui, aujourd'hui, ressemble à n'importe quel autre, glissé sans bruit entre une carte d'identité et une signature au bas d'un contrat. Votre nom n'est jamais arrivé par hasard. Il a été porté par des générations entières, avant même que l'écriture ne fixe son orthographe, transmis à l'oral, de père en fils, à travers des siècles, où changer de nom pouvait signifier changer de destin. Dites-nous en commentaire si votre nom figure sur cette liste, ou dites-nous ce que l'on vous a toujours raconté sur son origine. Certains d'entre vous découvriront peut-être aujourd'hui, en lisant ces lignes, que le nom qu'ils signent depuis toujours sur chaque document administratif appartenait autrefois à un homme qui a traversé une mer entière sur un bateau ouvert, sans instrument de navigation moderne, guidé uniquement par les étoiles et par les oiseaux, parce que la Normandie porte plus de traces vikings que n'importe quelle autre région de France, et la plupart de ces traces attendent encore d'être découvertes, cachées dans des registres paroissiaux, poussiéreux, ou dans des bases de données génétiques que les chercheurs commencent à peine à exploiter pleinement. Si vous êtes allé jusqu'au bout, abonnez-vous à Nonces Décodé. La prochaine vidéo vous attend déjà. Chaque semaine, un nouveau nom, une nouvelle lignée, une nouvelle histoire que personne ne vous avait racontée.